Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MAMAC. Aujourd'hui, nous allons passer du temps en compagnie du maître du bleu, Yves Klein. Alors Yves Klein est né en 1928 à Nice. Il est mort de manière très prématurée, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 34 ans. Mais au cours de sa très courte mais très intense carrière, il a inventé un grand nombre de gestes qui ont vraiment transformé l'art de la deuxième moitié du XXe siècle et qui ont eu une influence durable sur de nombreux artistes jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, on connaît son fameux bleu. C'est un artiste qui était épris d'absolu. Un jour, il a décidé de s'approprier le ciel de Nice et de signer le bleu qui deviendra le Bleu Klein international. Mais derrière ce geste, beaucoup d'autres ont été inventés pendant cette très courte carrière qu'on va découvrir aujourd'hui pendant cette visite. Alors Yves Klein a vraiment souhaité tout au long de sa vie rendre visible la beauté déjà présente dans le monde. Alors pas forcément la beauté tangible en tant que représentation, mais il a vraiment voulu mettre en avant les forces créatrices des éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, et essayer de faire à travers son art, sentir la sensibilité pure et le règne de l'immatériel. C'est une œuvre qui est très profondément basée sur un ancrage spirituel, qui est sans doute aussi lié au fait que la seconde passion de Yves Klein, c'était le judo. Yves Klein a été un judoka de très haut niveau. Il est allé vivre au Japon pendant 1 an et demi où il s'est formé. Il est devenu le premier occidental à avoir la ceinture noire de judo et son premier rêve était de tenir un club de judo. Ça n'a pas fonctionné. Il a dû abandonner ce projet en 1955, mais parallèlement, il avait déjà amorcé ce travail d'artiste. Alors Yves Klein est né dans une famille d'artistes, ce qui l'a rendu aussi conscient très tôt de la nécessité de se singulariser, de ne pas faire la même chose que les autres. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'il y a eu une telle radicalité dans ses choix et ses propositions. Il a notamment, parmi ses premières œuvres, réalisé ce qu'on appelle des monochromes, c'est-à-dire des peintures d'une seule couleur, comme on le voit ici. Donc il commence ça dès la fin des années 40 et en expose pour la première fois en 1955. Alors au départ, ces monochromes ne sont pas que bleus, il y a eu des monochromes verts, jaunes, etc. Et très rapidement, à partir de 1956, il amorce ce qu'il appelle son époque bleue, où il va se consacrer exclusivement à cette couleur. Alors pourquoi le bleu? Bien sûr, il y a le ciel de Nice, mais il y a aussi cette idée que finalement, le bleu n'est pas une couleur qu'on peut rattacher à l'univers matériel. C'est vraiment une couleur de la sensibilité pure pour lui. Et c'est aussi une couleur qui, dans le monde de la nature, renvoie aux éléments les plus abstraits, le ciel et la mer. C'est donc un choix délibéré. Et il va explorer aussi 2 autres couleurs phares qui vont faire partie, d'une certaine manière, de sa trilogie. Dans cette œuvre, qui s'intitule Le triptyque de Krefeld, car elle a été réalisée pour une exposition monographique très importante pour Yves Klein qui s'est tenue en 1961 au Musée d'art contemporain de Krefeld, eh bien, il a rassemblé les 3 couleurs qui font partie véritablement de son univers. On retrouve le fameux bleu Klein, mais également donc, qui évoque ce domaine de la sensibilité, l'or, qui évoque la question de l'éternité, mais aussi la promesse de l'immatériel. Il faut se rappeler que dans l'histoire de l'art, au Moyen-Âge, les fonds des peintures religieuses étaient constitués de feuilles d'or qui étaient apposées sur le fond pour évoquer justement ce règne du spirituel et de l'immatériel. Et le rose, qui incarne le corps, la chair, mais un corps spirituel. C'est vraiment la trilogie de base de l'œuvre d'Yves Klein et une complémentarité finalement de ces 3 couleurs et de ces 3 règnes que l'on va retrouver tout au long de sa vie. À partir de 1957, Yves Klein va vraiment se consacrer à trouver son propre bleu, à créer sa propre couleur, qui sera brevetée en 1960 sous le nom de Bleu Klein international et qui est encore produite mais encore protégée par le sceau de ce brevet. Ce bleu, qui est proche du bleu outre-mer, a une densité, un rayonnement absolument
incroyable. En 1957, Yves Klein fait l'expérience pour une exposition à la galerie Colette à Lundy d'une sorte de grand tableau horizontal avec ce bassin de pigments purs. Ici, il n'y a pas de fixatif comme habituellement dans la peinture, donc le pigment est vraiment là sous la forme d'une poudre qui est répandue et qui donne un aspect comme ça extrêmement velouté, rayonnant, presque irradiant et en même temps extrêmement sensuel à ce bleu qu'on a envie de toucher mais qu'évidemment il ne faut pas toucher. Toutefois, Yves Klein n'est pas tout à fait satisfait puisqu'il se dit que l'expérience de la peinture, elle se fait normalement à la verticale. C'est un horizon en face du regardeur et non pas un tapis ou un bassin comme on l'a ici. Donc il va continuer à expérimenter sa recette du bleu et la recherche de fixatifs pour parvenir à garder cette même intensité de couleur sur la toile et sur des objets. Yves Klein, tout au long de sa vie, va aussi s'approprier des objets de l'histoire de l'art. Par exemple, on peut voir dans les collections du Mamac une Vénus de Milo, un David de Michel-Ange, une Victoire de Samothrace recouvert de ce fameux pigment bleu, mais aussi une éponge. C'est une éponge naturelle qui servait à Yves Klein dans son atelier pour réaliser ses peintures, mais il va aussi en faire un objet artistique en soi. Elle va être littéralement imprégnée de cette couleur bleue, imprégnée de sensibilité. Alors à partir de 1960, Yves Klein va expérimenter un autre registre dans son œuvre, c'est ce qu'il va appeler les anthropométries, littéralement la mesure de l'homme. Ça va être un travail de véritable mise en scène puisqu'il va réaliser ses œuvres en public. Donc on voit dès mars 1960 une première apparition où il demande à des modèles nus de se couvrir le corps de cette fameuse peinture bleue. Et tel un chef d'orchestre, habillé de manière très chic dans un costume 3 pièces, il va donner des instructions aux modèles pour venir porter leur empreinte sur la toile. Alors parfois on a des toiles qui sont extrêmement spectaculaires, comme des sortes de feux d'artifice, où on devine ça et là une poitrine, un corps, un bras qui viennent se poser sur la toile et donner leur empreinte. Et parfois, comme dans cette œuvre, finalement quelque chose de très serein, presque silencieux, où on a vraiment le sentiment d'avoir deux sirènes qui flottent dans l'azur de la mer. Alors avec ce travail sur les empreintes, Yves Klein expérimente ce qu'il appelle des pinceaux vivants. Il ouvre aussi la porte à un art de la performance qui va vraiment se généraliser, s'expérimenter au cours des années 60 et des années 70. Donc il est vraiment un des précurseurs dans ce domaine. Il est aussi dans cette relation qui nous relie presque à une histoire de l'art des débuts de l'humanité. Si on pense au premier dessin dans les cavernes, très simplement, on est sur l'empreinte d'une main laissée sur la paroi d'une grotte. Et bien, avec ces pinceaux vivants, avec ces modèles, Yves Klein va aussi revenir à cette essence même de l'art. On n'est pas dans un geste dessiné ou représenté, on est sur l'énergie d'un corps qui vient apporter sa trace de manière directe sur la toile. Alors Yves Klein est fasciné par les éléments naturels et par leur force créatrice. Donc tout au long de sa vie, il va expérimenter aussi avec les éléments atmosphériques. Il y a notamment une série de cet artiste qui s'appelle les cosmogonies, où il va soumettre ses toiles aux effets aléatoires de la pluie, des giboulées de Mars, du vent également. Et il y a une anecdote, notamment en 1960, au cours de l'été, il a fait une première expérimentation, sa première cosmogonie. Il a fixé une toile sur le toit de sa voiture et il a essayé d'observer ce que ferait l'effet d'un trajet Paris-Nice sur cette toile. Alors évidemment, quand il est arrivé, la toile avait subi le vent, les intempéries, la vitesse, et donc elle avait subi un vieillissement prématuré. Donc toute une série de son travail va être vraiment consacrée à cette relation avec la capacité créatrice de la nature et des éléments atmosphériques et la métamorphose de son travail sous cet effet. Donc si on y réfléchit bien, c'est un sujet qui reste d'une grande actualité. Il n'est pas dans la représentation de la nature, il n'est pas non plus dans une tentative d'intervention sur la nature comme l'ont fait les artistes du land art, qui est la génération qui vient juste après lui. Il est au contraire dans une logique de co-création avec les puissances
naturel. Et ça, c'est vraiment une façon très contemporaine d'aborder la relation à la nature. Parmi ces éléments, il va en explorer un en particulier, c'est le feu. Là aussi, on a une relation avec les débuts de l'histoire de l'humanité, avec cette fascination qui s'est exercée de tout temps pour la puissance du feu. Yves Klein va l'expérimenter à partir de 1957, mais il va en faire véritablement une série à part entière à partir de 1961, où il va avoir l'opportunité de tester au centre d'essai de Gaz de France la puissance du feu. Donc il y a des images extrêmement impressionnantes où on voit Yves Klein avec un lance-flamme en train de travailler finalement l'effet de la flamme sur sa toile ou sur du papier, et des pompiers juste à côté en train de lancer de l'eau pour éviter la combustion de la surface. Donc il a réussi vraiment, grâce à cette période d'essai, à maîtriser le degré de la flamme. On a ici une œuvre qui date de 1961, où on voit de manière très claire une flamme qui est venue lécher la surface du papier, qui a détruit par endroits le papier, mais qui a surtout finalement laissé la trace de sa brûlure avant la combustion. Et puis tout autour, plein de petites fleurs ou de petites étoiles qui sont en fait des éléments de bec de gaz qui sont venus imprimer aussi l'effet de leur flamme sur le papier. Donc Klein est vraiment, avec le fait d'être le maître du bleu, aussi le maître du feu. De nombreux artistes après lui vont explorer aussi cette énergie créatrice du feu. Il est parvenu à le faire avec un grand degré de maîtrise. Ce sont évidemment des œuvres d'une grande fragilité. Et nous avons parallèlement à ces œuvres de feu une œuvre unique qui est sur le toit terrasse du Mamac, qui est un mur de feu, qui est activé en nocturne lors des nuits des musées, des journées du patrimoine. Ce sont plus de 300 becs de gaz qui sont allumés simultanément et qui donnent une sorte de grande composition de flammes bleues mouvantes qui bougent au gré du vent. Donc, à la fin de sa vie, Yves Klein expérimente une nouvelle série. Il va réaliser des dessins d'une ville du futur, une ville faite d'architecture, d'air, de feu et d'eau. Alors ça peut sembler un petit peu farfelu, mais ça a été vraiment une de ses dernières explorations, et il s'est entouré pour réaliser les dessins de Claude Parent, qui va devenir un des très grands architectes français des décennies suivantes. Alors ça poursuit pour lui ses expérimentations sur les forces créatrices des éléments, avec cette idée d'une ville du futur qui serait une ville immatérielle, une ville spirituelle dans laquelle pourraient évoluer les hommes. Donc il a fait des expérimentations réelles, mais il a aussi réalisé ses dessins avec des fontaines de feu. Donc c'est vraiment les traces des travaux qu'il aurait continué à développer si la vie ne s'était pas montrée pour lui extrêmement courte. Bien sûr, ça fait sens aussi avec des recherches qui sont menées aujourd'hui par des architectes sur des matériaux intelligents, sur la façon d'interagir au cœur même de l'architecture avec le climat. Donc on peut se dire que finalement ce rêve utopique et spirituel d'une ville a aussi finalement trouvé des débouchés réels au cœur de l'architecture. Alors, le Mamac possède un ensemble d'œuvres significatives d'Yves Klein, et avec le soutien des archives Klein est en capacité de montrer finalement les principaux jalons de la vie et de l'œuvre d'Yves Klein, avec les différentes séries qu'il a réalisées au cours de sa vie. Et ça fait du Mamac l'un des seuls endroits au monde où on peut découvrir, autenter véritablement une sorte de petite monographie rétrospective de la trajectoire fulgurante et absolument incroyable d'Yves Klein.